Bonjour et à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce fabuleux webinaire Comment financer la transition vélo en milieu rural et périurbain. Je vois qu'on n'est pas les seuls que ça intéresse, donc très heureuse. Bienvenue à ce webinaire d'accès transport viable. Je me nomme Marie-Soleil, je suis directrice de ce fabuleux organisme. Accès Transport Viable, on est un organisme à but non lucratif. On fait la promotion et la sensibilisation à la mobilité durable dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Et puis, on fait aussi la défense des droits des utilisateurs et utilisatrices des transports actifs et collectifs. À travers de tout ça, bien évidemment, on accompagne des municipalités, des établissements scolaires pour la création d'infrastructures favorables à la pratique des transports actifs et collectifs. Tout ça dans la perspective de rendre les déplacements à pied, à vélo, en autobus plus confortables, plus sécuritaires et plus abordables. Donc, ce webinaire-ci, on le réalise dans le cadre du mois du vélo. Le mois du vélo, on le tient à tous les ans, à tous les mois de mai, depuis 11 ans maintenant. Donc, c'est déjà la 11e édition du mois du vélo à Québec. Pour nous, c'est vraiment une occasion qui est privilégiée pour animer la communauté cycliste, promouvoir les bonnes pratiques, favorisant le vélo et encourager la population à découvrir les activités, les services qui sont offerts aux cyclistes dans la région de Québec, de Lévis, donc dans le Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Cette année, la thématique qu'on s'est donnée, c'est une thématique qui se veut vraiment rassembleuse. C'est le thème Ensemble à vélo. Donc, on voulait vraiment donner mettre l'accent sur l'aspect très communautaire, en fait, là, du vélo. Pour nous, c'est un moyen de transport qui est très accessible, qui est très abordable, bien évidemment, mais ça peut être aussi un vecteur d'émancipation et d'autonomisation économique. Donc, pour ceux et celles qui le savent, là, nous, on donne des formations en analyse différenciante et sexe dans une perspective intersectionnelle. Vous pouvez nous contacter si ça vous intéresse, mais c'est vraiment le premier mois du vélo où on veut vraiment que personne ne se sente à la marge et que autant les jeunes, les femmes, les personnes aînées se sentent interpellées, en fait, là, par les activités qu'on propose. Donc, tout le monde est bienvenu à notre mois du vélo. Les événements, les animations sont gratuites. Puis, à la fin du webinaire, je vous parlerai un peu des activités qui s'en viennent pour nous chez Accès Transport Viable et aussi chez nos partenaires. Donc, depuis 2 ans, chez Accès Transport Viable, on s'intéresse beaucoup aux leviers, aux freins pour accélérer la transition vélo dans les milieux périurbains et ruraux, à travers notamment le projet qu'on a réalisé Mobilité.s. C'était une démarche d'accompagnement participative auprès de 4 secteurs périurbains et ruraux dans la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Et des grands constats qui ressortent de cette démarche-là, premièrement, quand on met en place des infrastructures de mobilité active en milieu rural et périurbain, eh bien, on se rend compte que la population est au rendez-vous. Et donc, ça, c'est très encourageant pour nous. Mais autre constat, c'est vraiment qu'il y a des freins, et notamment des freins qui sont financiers pour les petites municipalités, là, notamment pour l'implémentation d'infrastructures de vélos qui sont sécuritaires et confortables. Donc, on s'est dit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Et donc, on veut vous présenter aujourd'hui ce webinaire-là sur comment financer la transition vélo en milieu rural et périurbain. Donc, on va aborder les leviers, les freins, mais surtout des sources de financement à la mobilité active. Donc, vous allez voir, on va vous lancer des trucs et astuces. Et puis, en ce qui concerne les questions, l'objectif aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est vraiment de profiter de l'expérience de nos deux invités qui ont gracieusement accepté de venir nous parler aujourd'hui, à savoir messieurs Lavoie et Guénard. Donc, après les courtes présentations de messieurs qui vont se suivre, on vous encourage vraiment à poser vos questions dans la section clavardage. Dans l'éventualité où pour vous, c'est peut-être un peu difficile d'écrire, n'hésitez pas à écrire à nos deux appuis techniques, les personnes de Samuel et Maxime. Je vous donne le temps de faire un petit coucou dans la section clavardage pour indiquer que vous êtes présents, messieurs Samuel et Maxime. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des enjeux techniques, et voilà, Maxime. Merci beaucoup, Maxime. Vous pouvez écrire à Maxime en message privé. Bref, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à nous poser des questions, à poser des questions à M. Guénard et à M. Lavoie. Vous allez voir, ça va être très intéressant.
Et bien entendu, je vous informe que ce webinaire est enregistré et qu'il va être disponible par la suite sur la chaîne YouTube d'Accès Transport Viable. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour commencer notre beau webinaire d'aujourd'hui, je vais commencer par présenter M. André Lavoie. Bonjour, André. Excuse-moi, j'ai fermé mon micro. Bonjour, ça va bien? Il n'y a pas de problème. Bonjour, André. Donc, André, tu es directeur général de l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec. J'imagine que tu vas nous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que ça fait la CGDQ. On va sûrement dire ça à CGTQ pour pas dire le nom complet. Donc, André, tu as fait tes études en sciences de l'environnement et en géographie environnementale. Tu es actif depuis un bon moment, on ne dirait pas depuis combien de temps, dans les domaines liés au développement durable, mais depuis 2012, tu es vraiment spécialisé dans les problématiques de transport en devenant directeur général du Centre des gestions des déplacements, donc la CGD, de la Mauricie, Centre du Québec. Tu es aussi président de l'Association des transports collectifs ruraux du Québec depuis 2016, vice-président de l'Association des CGD du Québec et président du Conseil régional de l'environnement de la Mauricie. Tu as participé, entre autres, à la co-construction de la politique québécoise de la mobilité durable, tu as animé plusieurs tables sectorielles liées à la mobilité. Et pour ceux et celles que ça intéresse, André a gentiment accepté récemment de faire partie d'un balado sur lequel on traite un peu de la mobilité périurbaine et rurale. Donc, c'est un intérêt qu'on a clairement en commun, toi et moi. Ben, bonjour, André. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la CGDQ et un peu de ton expertise en matière d'accélération de la transition vélo? Oui, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. En passant, c'est un plaisir encore une fois de te revoir, même si c'est virtuellement, avec le soleil. En fait, l'Association des centres de gestion de déplacement, en fait, on est une association qui regroupe 8 centres de gestion de déplacement au Québec. Les centres de gestion de déplacement, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? En fait, on est mandaté par le ministère du Transport et de la Mobilité durable pour accompagner des employeurs et des décideurs, entre autres dans l'amélioration de la mobilité durable. Puis, on a un deuxième mandat aussi qui est d'agir comme promoteur de la mobilité durable un peu partout au Québec. Parce qu'en fait, les 8 CGD couvrent l'ensemble du Québec, sauf le nord du Québec. C'est que les CGD, un peu, qu'est-ce qui est distinct? Parce que tu sais, la mobilité durable, c'est très large. C'est que, puis on n'est pas les seuls à travailler là-dedans. Votre organisme travaille là-dedans. Il y a plein d'autres organismes comme Vélo-Québec qu'on connaît bien, Piéton Québec, etc. Les centres de gestion de déplacement, en fait, on est vraiment avec une approche multimodale. On ne s'arrête pas uniquement pour le transport actif, ni seulement pour le transport collectif. On utilise tout ça. On utilise aussi les solutions de télétravail, le covoiturage, etc. C'est qu'on utilise tous les modes de transport alternatifs à l'automobile pour améliorer la mobilité durable. Il faut dire que les centres de gestion de déplacement aussi, on est spécialisé dans le transport de personnes. On fait très peu de transport de marchandises. On en fait un petit peu, là, mais c'est vraiment pas notre expertise. Notre expertise, c'est dans le transport de personnes. Si on regarde l'association maintenant, c'est quoi notre mandat? On est là pour soutenir les centres de gestion de déplacement, bien sûr, tu sais, qui font des travaux à l'échelle locale et régionale. On est là pour aider à développer leurs compétences, mais aussi pour le développement d'affaires. On fait des projets nationaux où ils sont souvent les maîtres d'œuvre un peu partout au Québec. Et l'association a aussi le mandat de représenter les CGD auprès du gouvernement. Autant sur les aspects des programmes qui sont existants ou les améliorations qui peuvent être faites que sur les aspects légaux et réglementaires, dans le fond, pour favoriser la mobilité durable. Ça fait pas mal le tour euh, de ce qu'est l'association et les centres de gestion de déplacement. Voudrais-tu que je continue un peu sur comment on accompagne les milieux maintenant? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, Ni ça dans serait tes vraiment super pensées, c'est pas ça? intéressant. Puis aussi, cette vision globale que vous avez des moyens de transport, de pas uniquement penser le routier ou le vélo ou le transport collectif en silo, mais vraiment de l'aborder d'un point de vue global. Ça, je vais t'avouer que c'est une vision qu'on retrouve peu puis qui est quand même assez intéressante, peut-être pour venir travailler certains freins. C'est la notion de mobilité intégrée, en fait, qu'on entend de plus en plus, où, en fait, c'est un système, les transports. Hein, c'est que si on veut que ça fonctionne bien, ou en tout cas que ça fonctionne mieux, ben, il faut que ton système soit en santé et qu'il soit interconnecté. Là. S'il y a des parties qui ne le sont pas, comme c'est le cas d'ailleurs à certains endroits au Québec, puis à plusieurs places même au Québec, mais je pense que là, il faut essayer d'améliorer les choses. Le financement, c'est un des leviers, mais en fait, les CGD, même si
si on parle de gestion des déplacements, ce n'est pas nous autres qui gèrent les déplacements, on est plus dans l'accompagnement, dans la planification des services, on est plus au niveau stratégique. On va accompagner ceux qui offrent des services de transport ou qui influencent le transport, mais ce n'est pas nous autres qui organisons le transport. C'est que ça, c'est une distinction qui est importante. Non. Par rapport à l'accompagnement, ben là, il y a deux types d'accompagnement. On en a plusieurs, là, mais je vais m'arrêter à deux types qui fait plus avec la balado aujourd'hui. On fait un accompagnement qui est au niveau municipal, puis un accompagnement pour les employeurs. Je vais commencer avec le municipal parce que le but du balado, c'est vraiment au côté périurbain et rural. Au niveau municipal, il faut dire que toutes les grandes villes du Québec ont souvent des équipes au complet qui travaillent à la planification de la mobilité durable et ou à la planification du transport actif. Ce n'est pas le cas dans les MRC, puis encore moins dans les petites villes. Ce qui fait que au début, quand on a été créé, les CGD, on travaillait beaucoup avec les entreprises, mais rapidement, les régions ont levé la main parce qu'elles avaient besoin d'aide pour l'accompagnement, pour voir un peu plus comment planifier leurs choses, comment améliorer les choses. C'est qu'en fait, quand on parle des municipalités, ben, on fait soit des plans de mobilité durable. Là, on va parler de, mettons, un plan de mobilité durable, c'est de l'ensemble des modes de déplacement sur un territoire donné. Soit des plans locaux de mobilité ou des plans de mobilité locale, parce que là, ça va être soit, mettons, si on parle d'une grande ville, un quartier ou une petite ville. Un plan de mobilité durable pourrait être pour une MRC aussi, ceci dit. On fait aussi des plans de transport actif. Là, on est axé juste sur le transport actif, on ne touche pas aux autres modes. Et aussi, on fait des fois ce qu'on appelle des plans d'optimisation. Donc, on regarde qu'est-ce qui se fait déjà et comment est-ce qu'on pourrait optimiser ça pour avoir plus de résultats. Comment on fait ça? Ben, la première chose qu'on fait, ben, c'est une approche. Pour savoir, les CGD, en passant, on est des entreprises d'économie sociale. On est des organismes à but non lucratif. On est mandaté par le ministère du Transport, mais on est indépendant du ministère du Transport. On n'est pas des organismes Puis, publics. puis il y en a dans toutes les régions du Québec aussi, là. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas un CGD exactement dans la région administrative, c'est celui qui est le plus près, je dirais, qui va donner les services là, pour les besoins de la cause. Là. Bon, puis, en fait, avec la CGD aussi, si jamais un CGD était débordé ou ne pourrait pas répondre à certains besoins, on s'assurerait qu'un autre CGD puisse l'accompagner. Là, parce que des fois, on va se le dire, le transport de personnes, c'est large. C'est qu'on n'a pas des experts partout. Tu sais, quand on a des questions plus au point de vue légal, au point de vue de la gouvernance, ce n'est pas tous les CGD qui ont des experts là-dedans. C'est que l'avantage de l'association, quand je parlais de développer les compétences, ben, ça permet d'avoir une masse critique d'experts pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions puis des besoins des gens. Fait que dans le fond, comme je disais, rapido, euh, quand on fait un plan de mobilité durable, on commence par un diagnostic. Puis là, le diagnostic est simple, c'est qu'on évalue c'est quoi les services qui existent. Puis un peu l'historique de ça, si on est capable d'avoir des données, c'est encore mieux. Et on consulte les parties prenantes. C'est que là, des fois, ça peut être la population, mais des fois aussi, pour avoir une portée plus grande, on va consulter des associations qui vont toucher plusieurs personnes. C'est que ça peut être des associations, par exemple, pour le SANA, les services d'aide d'accueil plutôt aux nouveaux arrivants. Ça pourrait être des organismes qui travaillent en employabilité, etc. C'est que tout dépendant des problématiques du territoire, ben, on rencontre des associations qui représentent plusieurs membres de la population. Un coup qu'on a fait un diagnostic qui est solide, ben, on fait un plan d'action où là, on va, entre autres, prioriser les actions qui vont être les plus porteuses. Et là, des fois, c'est sûr que ça dépend aussi des visions politiques. Hein? Parce que le transport, c'est très politique. Ça fait longtemps que tu es là-dedans, toi aussi, Marie-Soleil, tu le sais. Je suis content que Pierre soit là aussi. Il va pouvoir en parler de cet aspect-là, mais il y a des décisions qui se prennent vraiment à un niveau politique. Et là, est-ce qu'on met plus d'argent dans le transport collectif? Est-ce qu'on le met plus dans le transport actif? Est-ce qu'on le met plus dans les routes? La question est peut-être caduque. On devrait mettre de l'argent dans tout ça parce que c'est tout le même système dans la vraie vie. Mais il y a quand même des choix politiques à faire. Suite au plan d'action, ben, on peut accompagner pour la mise en œuvre. Puis ensuite de ça, on pourrait aussi faire l'évaluation pour faire les bilans parce que c'est important de se mesurer après si on a fait quelque chose pour voir ce que ça a donné. Si on fait l'accompagnement avec les employeurs, parce que c'est quelque chose qu'on oublie aussi, parce que oui, on voit les villes, leur action qu'ils peuvent faire, mais les employeurs, les grands générateurs de déplacement, ils ont une part à faire là-dedans ça, parce que si tu veux te déplacer en vélo pour aller au travail, s'il n'y a pas de support à vélo, tu es mal pris. Là. Tu sais, c'est que l'origine et la destination doivent être travaillées. Puis le chemin entre les deux, ça, c'est les villes. C'est l'aménagement qui appartient aux villes. Mais l'origine et la destination, ben, l'origine, généralement, c'est là où la personne demeure. La destination, elle peut être multiple.
mais l'employeur, assurément il y a une part à faire là-dedans. Ça. Le principe est le même, on fait encore un diagnostic, un plan d'action, mais ceci dit, le diagnostic, quand on travaille pour un employeur qui est précis, on fait passer un sondage aux employés, quel mode de déplacement qu'ils prennent, qu'est-ce qui les empêche de prendre d'autres modes, qu'est-ce qu'ils prendraient comme mode s'il n'y avait pas l'accès à l'automobile. Ça nous permet d'avoir des données puis de modéliser un peu les transferts modaux. Puis on fait aussi un sondage à l'employeur pour savoir, lui, qu'est-ce qu'il y a comme facilité, qu'est-ce qu'il y a comme service qu'il peut offrir, puis quelle ouverture qu'il y a pour offrir plus dans le fond. C'est un peu les modes d'accompagnement qu'on a. Là, c'est vraiment de quoi de rapide que je fais. Mais Eh oui. ça te permet, en fait, des fois, ça te permet de réaliser des choses que tu n'avais pas réalisées autrement. Ne serait-ce que la cartographie où demeurent les employés ou la cartographie des grands générateurs de déplacement, etc., les flux de circulation, c'est le genre de choses qui peut t'aider à prendre des décisions à plus qu'une échelle. Merci beaucoup, André, pour cette introduction un peu à la mécanique des CGD. Tu sais, on comprend que l'objectif, c'est pas de se substituer aux services municipaux, mais vraiment d'accompagner, de faciliter, de trouver des solutions, en fait, là, de vraiment se faire aller les ménages tout le monde ensemble. Puis aussi de trouver des solutions qui soient adaptées finalement aux municipalités dans les limites, en fait, autant du milieu bâti que des limites financières finalement là, de chaque municipalité. Tout à fait. Parce qu'en fait, Clairement. c'est ça. La- 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 on peut pas faire du copier-coller partout. Tu sais, il y a des choses, il y a des problématiques qui sont les mêmes, ça va, il y a des enjeux qui sont les mêmes, etc. Mais la, il va y avoir des différences majeures selon, il y a des disparités locales qui sont importantes des fois, ne serait-ce que par le revenu, par la présence de l'automobile, par la topographie, par l'environnement en tant que tel, etc. C'est que tout ça, il faut le prendre en compte quand on fait nos choses. Clairement, clairement. Ben, je pense que Puis, M. Guénard va pouvoir nous apporter beaucoup de réponses à ça. Donc, merci beaucoup, André, là, pour ta petite introduction. Donc, ben, on passerait maintenant à M. Pierre Guénard, qui est maire de Chelsea, qui est une municipalité située dans les Outaouais. Donc, vous êtes maire depuis 2021. Bienvenue à ce webinaire et merci beaucoup d'avoir accepté. Donc, Pierre, vous êtes diplômé en éducation de l'Université d'Ottawa. Vous avez été enseignant en éducation physique pendant 26 ans avant de vous lancer en politique en 2013, où vous avez été élu conseiller municipal à Chelsea. Étant conseiller pendant 8 ans, vous vous êtes par la suite présenté à la mairie en 2021 et vous avez remporté. Félicitations comme maire. Vous avez orienté vos priorités de manière à redonner à la communauté et à contribuer à la qualité de vie de vos citoyens et citoyennes, notamment en permettant à la communauté d'adopter des habitudes, des saines habitudes de vie, des habitudes qui soient actives aussi en matière de déplacement. Je ne cacherai pas, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Félicitations, bienvenue. Voulez-vous nous parler un peu de qu'est-ce qui vous a mené, en fait, à faire ces choix politiques-là qui étaient peut-être pas faciles à prendre à cette époque-là. On est curieux de vous entendre. Bienvenue. Oui. Bon, ben, merci Marie-Soleil, puis l'équipe de Vélo-Québec de me donner l'opportunité aussi de parler de l'expérience de Chelsea, puis ce qu'on a vécu. Merci André aussi, parce que on travaille aussi en collaboration avec notre CGD local, là, qui est Mobio en Outaouais. Puis je vais en parler tantôt. Donc, ben, c'est ça, tu sais, moi, dans le fond, la mobilité durable, ben, je pratiquais ça avant que ça ait un branding, que ça s'appelle la mobilité durable. Tu sais, avant, c'était bon, c'est simple, tu t'en vas à l'université en vélo parce que c'est plus rapide ou c'est aussi simple que ça. Mais donc, comme élu, j'ai mes 2 premières campagnes électorales, étant donné le territoire quand même assez vaste à Chelsea, puis les entrées de cours, parce que la plupart des maisons sont sur des terrains d'un acre et plus, surtout en 2013, avant la venue du périmètre urbain. Donc, je ne me voyais pas faire ça en auto. Donc, j'ai pris mon vélo, puis j'ai fait mon porte-à-porte. Puis, suivant ça, ben, il y a plein de gens qui m'ont dit Hey, wow, c'est vraiment, tu sais, ça vient toucher exactement ce que nous, on veut. Donc, c'est comme ça aussi que tu sais, les gens ben, ont vu qui j'étais, puis quelles étaient aussi mes valeurs. Puis, par la suite, une fois élu en 2014, on s'est doté d'un plan directeur de transport actif à la municipalité de Chelsea.
Puis ça a été fait aussi avec plusieurs bénévoles qui étaient aussi très engagés dans dans le changement, puis tu sais, comment on est capable aussi d'amener ça. Chelsea aussi, 60% de notre territoire est le parc de la Gatineau. Donc, le parc de la Gatineau, tu sais, c'est un parc fédéral euh, qui, euh, qui a aussi beaucoup d'adeptes là, au niveau des sentiers, tant au niveau du ski de fond que du vélo de montagne et le vélo de route. Donc, tu sais, ça fait partie, dans le fond, de l'ADN de Chelsea. On est une destination de vélo en Outaouais et même plus grand que ça, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout pour venir rouler chez nous. Donc là, c'était comment se doter d'infrastructures de qualité pour justement garder l'aspect sécurité, l'aspect attraction aussi. Donc, l'acceptabilité sociale était déjà là majoritairement. Je ne peux pas dire que c'est unanime parce qu'il n'y a absolument rien qui est unanime là, dans aucune municipalité, mais la Ah, majorité, par exemple, le voulait. De plus, il y a eu plusieurs beaux projets aussi en lien avec le plan directeur de transport actif. C'est qu'on s'est doté aussi d'autres plans qui venaient aussi s'insérer et se greffer à ça, dont notre plan directeur de parc et espace vert. C'est beau faire un plan directeur de parc, mais là, il faut que tu aies les connexions pour s'y rendre. Après ça, la politique des aînés, la politique de la famille, où c'était indiqué aussi à certains endroits dans le plan d'action de se doter d'infrastructures. Ensuite, la politique d'activité physique, du plein air et du sport qui vient aussi s'arrimer. Puis récemment, au mois de juin dernier, en 2023, on s'est doté d'un plan stratégique avec des piliers, dont environnement, dont aussi identité et communauté. Mais un très important, c'est la mobilité durable. Donc là, avec maintenant notre plan stratégique, avec la vision, avec aussi nos plans directeurs qui ont été faits avant et non pas après, là, mais bon, on ne peut pas changer le passé. Euh, donc, maintenant, on met tout ça ensemble, puis ça fait des réels changements au niveau aussi de notre organisation, puisque cet hiver, nous avons même renommé notre département de travaux publics et infrastructures, travaux publics, infrastructures et mobilité durable. Donc là, tu sais, il y a plusieurs aussi changements qui s'opèrent dans notre plan d'investissement municipal, dans notre budget municipal, puis aussi dans la vision de nos infrastructures. Nous avons des comités citoyens, des comités consultatifs citoyens de travaux publics, un autre en mobilité active et durable. Mais là, on travaille maintenant à les jumeler pour arrêter de travailler en silo. Donc, on doit travailler en synergie. Donc, le modèle final n'est pas encore fait. Là. On espérait le faire pour le début du mois, mais là, il y a un petit délai, mais tu sais, c'est ça. On s'en va vers ça. On a aussi, avec ces plans-là, commencé à mettre plusieurs changements. Donc, quand on faisait des chemins, bien, la municipalité, avec l'aval du conseil, avait des accotements cyclables. On a commencé avec des choses du genre. Ensuite, l'élection de 2017 a été gagnée avec un projet vraiment rassembleur qui était la conversion du corridor ferroviaire en sentier communautaire. 30% de la population était contre. Dans les consultations publiques, on aurait dit que c'était 100% de la population qui était contre. Toutefois, euh, lorsque les élections sont venues, c'était vraiment l'objectif là, Il y avait deux clans. Il y avait ceux qui étaient en faveur de la conversion du corridor ferroviaire, ceux qui étaient contre. Ben, en moyenne, ceux qui étaient pour ont gagné à 70% des intentions de vote. Ceux qui étaient contre ont eu environ 30%. La conversion s'est faite. Avec le conseil présent dans mon nouveau rôle de maire, ben, nous avons terminé, dans le fond, la surface de roulement, c'est-à-dire de mettre la poussière de roche dessus et la signalisation aussi qui se continue. Donc, le projet continue, malgré le fait que le conseil a changé, mais ça, c'est favorable. Pour être capable de faire ces projets-là, il y a certains chemins aussi, c'est que
exemple, pour notre population, il y avait aussi le chemin un des chemins qui était très sinueux, qui va à la limite nord de la ville de Gatineau, qui était dangereux pour les étudiants parce que nous, à Chelsea, nous avons 2 écoles primaires, mais les écoles secondaires, le collégial, l'universitaire, aussi la fonction publique, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de la fonction publique fédérale euh, dans la région, la capitale nationale fédérale, là, Ottawa, Gatineau, Chelsea. Donc, les gens nous interpellaient, disaient c'est dangereux. Donc, on a fait un projet aussi pour convertir 2 de ces chemins-là, les élargir un peu, mettre des bandes cyclables et une, entre autres, qui est complètement protégée pour permettre aux gens aussi de marcher pour venir au village de Chelsea. Mais en faisant ça, bien, on a été aussi capable d'avoir des programmes de subvention pour nous aider. Mais là, maintenant, ça fait en sorte que la mobilité pour nos citoyens s'est beaucoup améliorée vers la ville voisine, mais aussi le côté positif, c'est que les retombées économiques pour notre municipalité ont aussi augmenté puisque dorénavant, les gens qui veulent venir à Chelsea en vélo n'ont pas à passer à travers les montagnes du parc de la Gatineau. Parce que, tu sais, une montée de 1,2 km, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Donc, maintenant, on est capable, avec des séries de faux plats, de venir au village de Chelsea à partir du secteur nord de la ville de Gatineau, secteur Hull. Donc, ça, c'est vraiment, là, on voit le bénéfice. Donc, l'objectif premier était pour notre population, mais maintenant, on voit le bénéfice parce qu'il y a plein de cyclistes de tout acabit, là, de Ottawa, Gatineau, qui maintenant utilisent ces infrastructures-là. Puis, on peut voir aussi la popularité de certains segments avec des plateformes, entre autres comme Strava Heatmap, là, la carte. Là. Fait, on peut voir vraiment les changements de couleur là, vraiment prononcés sur certains de ces segments-là. Fait que c'est bien de voir ça parce que ça nous dit, bien, OK, on a fait des bonnes choses. Ensuite, au niveau du budget aussi, mais, puis avec notre priorisation, mais c'est que maintenant, avec le processus budgétaire, ben, nous avons acheté de l'équipement spécialisé aussi pour nettoyer les bandes cyclables, nettoyer aussi les pistes multifonctionnelles. Puis, plutôt que d'attendre un contracteur qui arrive au mois de juin, juillet, ben, nous, cette année, ben, ça fait 2 ans que nous avons l'équipement. Et cette année, en Outaouais, nous étions encore la première municipalité qui avait tout balayé, dans le fond, nos chemins principaux avec des bandes cyclables de 1,5 m avant même le congé de Pâques. Donc, j'ai lancé une petite vidéo sur Facebook le vendredi de Pâques, le matin, invitant les cyclistes de la région à venir rouler à Chelsea, puisque nous, tout était déjà tout balayé. Bon, la semaine à la suite, on a eu de la neige, mais, mais au Elle n'est pas moins le. restée au sol, cette Ouais, neige-là, je pense, j'espère. c'est Hein, ça. ouais. Mais le week-end de Pâques, tu vois, encore une fois, on était les premiers. Puis, tu sais, moi, je me plais à mentionner à mes voisins de la ville voisine qu'on est toujours 1 à 2 semaines avant la grande ville, malgré le fait qu'on est une petite municipalité de 8 500 habitants. Ouais. Puis la route provinciale aussi, parce que nous, on a la route qui est une route à numéro, la route 105. Donc, Chelsea, nous avons en 2000, je dirais en 2016, pavé les accotements complets sur une quinzaine de kilomètres là, de la route 105 qui nous appartient. Donc, ensuite, lorsque le ministère des Transports a refait la section sud, bien, ils ont eux aussi mis des bandes cyclables de chaque côté, 1,5 m. Tu sais, ça vient aider aussi. Le ministère des Transports, notre chemin principal, qui est le chemin Old Chelsea, est de juridiction provinciale. Donc, on doit travailler en collaboration avec le ministère des Transports. Et je tiens à souligner que depuis le changement de vision suivant
le changement là, de la ministre Guilbeault pour appeler ça le ministère de Transport et Mobilité durable. On parle vraiment beaucoup plus de mobilité durable lors de nos rencontres avec le ministère et je tiens à saluer ça parce que pour nous, c'est vraiment important. En plus que nous allons avoir une nouvelle école qui est quand même située à un jet de pierre du chemin principal de Old Chelsea, qui est un chemin provincial. Donc là, on travaille à établir en amont, avant la construction de l'école, un corridor scolaire. Puis, ça fonctionne vraiment bien. On travaille bien et on collabore bien avec notre équipe là, du ministère des Transports local. Je sais que dans certaines municipalités, on critique souvent le ministère des Transports. Nous, à Chelsea, somme toute, il y a une belle collaboration et de très beaux échanges. Donc, je tiens à le souligner. Mais c'est ça, c'est important. Mais comme élu, c'est certain qu'on doit aussi consulter la population pour la mobilité. Bon, certaines infrastructures ont été mises en place sans nécessairement tout l'aspect de consultation. Certains, bon, on est obligé d'apporter des légères petites modifications, surtout au niveau de certains segments de pistes multifonctionnelles. Toutefois, en allant de l'avant, mais maintenant, c'est qu'on travaille aussi avec Mobio, notre centre de gestion de déplacement local en Outaouais. Et fait que c'est ça. Fait que, je suis allé chercher des collaborateurs aussi à l'externe. Essayer aussi de vérifier avec la population, aussi consulter. Nous avons un organisme local là, qui est informellement formel, qui s'appelle Safe Chelsea. Nous avons aussi un groupe de bénévoles qui s'appelle Sentier Chelsea Trails, qui crée des sentiers, qui est aussi à la base de notre premier plan de développement de transport actif. Il y a aussi des bénévoles qui ont aidé à la conversion du corridor ferroviaire. Maintenant, ça s'appelle les Amis de la Voie verte Chelsea. Donc, tous ces groupes-là, nous voulons faire des améliorations, c'est certain que nous les consultons et discutons avec eux, puisque c'est nos yeux et nos oreilles auprès de la population. C'est ça, mais ultimement, pourquoi on fait ça? Pourquoi, comme élu, on prend des décisions? Pourquoi, comme municipalité, on doit mettre des infrastructures de qualité en place? Bien, numéro un, c'est pour la sécurité, pour sécuriser les déplacements, pour la qualité de vie de nos résidents et aussi de nos visiteurs. Puis aussi, bien, c'est d'offrir des options réelles. Donc, pas juste une petite ruelle ici, un peu perdue, donc vraiment au cœur. Aussi, en 2022, lorsque nous avons fait l'adoption du nouveau plan d'urbanisme, donc la mobilité durable fait maintenant partie de notre nouveau plan plan d'urbanisme. Donc, c'est ça. Auparavant, c'était pas là. Donc, parfois, avec les promoteurs, on devait dire, ben oui, mais vous devez mettre ça. Mais c'est un peu nébuleux. Donc, maintenant, c'est bien inscrit et ça fait partie de notre plan d'urbanisme pour assurer aussi la connexion inter-quartier, la connexion aussi avec nos artères principales. Puis notre organisme Sentier Chelsea Trails a vraiment aidé beaucoup à créer des liens entre les pochettes rurales de la municipalité. Puis exemple, de chez moi, auparavant, pour me rendre à une des écoles primaires, l'école primaire francophone que nous avons sur le territoire actuellement, c'est environ 4 km, 4 km 30 par la route. Mais si je veux y aller avec les sentiers, c'est 1,5 km.
je veux venir travailler à l'hôtel de ville. Ben, à l'hôtel de ville, c'est environ 5 km et demi. Ben, si je viens en vélo, je peux le faire en 3 km et demi. Puis si je viens à pied, je le fais en 1,8 km avec les sentiers qui ont été créés par nos bénévoles de Sentiers Chelsea Trails. Donc, c'est là qu'on voit vraiment l'amélioration de la qualité de vie. En plus, lorsqu'il y a eu la pandémie et que tout le monde devait être à 1 km de la maison, bien, nous, on avait, dans le secteur où j'habite et plein d'autres endroits, euh, tout plein de sentiers disponibles à même le bout de la rue ou notre quartier. Parce que pendant la pandémie, le parc La Gatineau était complètement fermé. Puis il y avait même de la patrouille, là, de la GRC. Donc, mais à Chelsea, les résidents avaient le sentier multifonctionnel de la voie verte, avaient aussi l'ensemble des sentiers de Chelsea Trails. Donc, une petite municipalité comme nous, de 8500 résidents, bon, nous avons aussi dans notre périmètre urbain un développeur qui dit Hey, moi, j'aimerais ça faire un projet pilote de rue partagée. Donc, nous avons un projet pilote dans le quartier qui s'appelle Quartier Méridite, tout près de l'Arena. Et c'est des rues en croissant, hein. Puis, il y a un tout petit peu plus qu'1 kilomètre de rues partagées. Puis, dans dans ces rues partagées-là, ben, la vitesse a été descendue aussi à 20 km/h. C'est vraiment un beau projet. Il y a eu aussi des limites là, au niveau du stationnement uniquement sur un côté de la rue. Donc, on vient vraiment améliorer le tout. Oui. C'est super. En fait, c'est parce que vous avez tellement dit de choses intéressantes, en fait, sur lesquelles je veux revenir. C'est que j'ai vraiment l'impression que vous avez réuni plein de conditions de succès, en fait, pour s'assurer justement que les modifications que vous vouliez mettre en place dans Chelsea puissent se réaliser, en fait, avec beaucoup d'acceptabilité sociale. Puis je m'excuse, je veux vraiment y revenir, Monsieur Guénard, parce que je pense que vous êtes je veux pas vous lancer trop de fleurs, là, mais vous êtes un petit peu un exemple à suivre. Vous avez fait beaucoup de travail de terrain en amont, puis vous avez compris en fait l'importance on dirait, là, puis là je vous pose la question, l'importance de vraiment pouvoir s'asseoir sur des leaders en fait dans la communauté qui sont déjà convaincus puis qui peuvent aller faire un travail de terrain bénévole aussi. Est-ce que, puis André, je vais te relancer la question après parce que je sais que tu as aussi une opinion sur le sujet. Mais à votre égard, en fait, d'aller travailler en amont, les citoyens, de faire des comités de citoyens justement sur certains enjeux, comme par exemple, là, j'ai pris des notes sur la voirie, sur voyons, le plan de mobilité active, etc. Vous, est-ce que vous considérez que ça vous a vraiment appuyé, en fait, là, dans la mise en place de toutes de ces modifications-là? Puis, est-ce que vous aviez déjà identifié ces leaders-là? Est-ce qu'il y a des leaders dans votre communauté qui ont émergé aussi? Comment que ça s'est passé un peu par chez vous? Oui, ben, c'était déjà des leaders communautaires. Ouais. Certains aussi étaient des anciens élus de précédents Hum, conseils qui se sont joints aussi. Donc, ça a vraiment aidé. Puis, tu sais, c'est d'avoir la vision aussi. On a dit, OK, on se dote d'un plan, puis tu sais quoi, on connecte à travers les forêts, là, on fait des sentiers. Puis là, mais comment le faire? C'est certain que certaines parcelles de terrain étaient dans les 10 de parcs et terrains de jeu que les développeurs doivent donner à la municipalité. Donc, certaines zones étaient déjà identifiées, mais sur d'autres, exemple, deux propriétés privées côte à côte, mais étant donné que les terrains aussi, c'est des terrains, exemple, d'un acre et plus, mais certains propriétaires ont même permis un droit de passage à la limite de leur terrain qui a été signé, notarié et tout, qui nous donne un droit de passage d'environ 3 ou 5 mètres en bordure là, de leur terrain pour venir faire justement le réseau de sentiers. Puis certains de ces ententes-là ont tellement bien été que les gens ont juste dit, savez-vous quoi? Nous allons céder le terrain à la municipalité. Donc, on a eu aussi des dons comme ça de certains propriétaires généreux là, auprès de la municipalité.
Toi, André, je te vois opiner. Est-ce que tu as envie de réagir justement sur cette notion-là de créer des comités citoyens, de s'appuyer sur les leaders dans la communauté? Ben, c'est certain que c'est des conditions gagnantes, c'est des choses à la base. Tu sais, je trouve ça super intéressant, tu sais, parce que à chaque fois que. Une des choses qu'on a oubliées au Québec, je dirais, là, avec toute la culture de l'automobile, ben, je joue au Québec, mais ça, je peux dire en Amérique du Nord, là, mais c'est que le vélo puis la marche, c'est des modes de transport en tant que tel, hein. Ici, on voit souvent ça comme un sport où tu te déplaces en vélo si tu n'as pas d'auto, alors que ça devrait être une alternative qui est offerte tout le temps. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça au Québec qu'on recommence à avoir des nouveaux quartiers avec des trottoirs. Pendant des années, il n'y avait pas de trottoir qui était fait. On faisait des quartiers, puis après ça, on essaie de mettre une piste cyclable alors que c'était pas planifié comme ça. On essaie de faire passer l'autobus, mais c'était pas planifié comme ça. Ça que ça amène des conflits. Puis Pierre l'a bien mentionné, on vit avec l'héritage qu'on a. On peut pas changer, on peut pas tout. Si on était dans les Sims, on pourrait recommencer une autre ville, mais là, c'est un peu plus compliqué dans la vraie vie. C'est que je pense que c'est d'aller chercher des leaders positifs, hein, parce que des fois, on s'entend que ce n'est pas tout le temps des leaders positifs, mais puis de mettre de l'avant des projets comme ça qui, tu sais, j'adore l'idée que ça prend moins, il y a moins de distance à la marche pour se rendre à une destination que si tu prends ton auto. Si moi, je vais le citer maintenant dans mes exemples, Pierre, si tu me permets. Il y a une autre chose que tu n'as pas dit, mais qui est super importante, tu l'as fait sans le savoir, c'est l'exemplarité. Tu sais, tu as fait ta campagne, toi, en vélo, puis les gens s'identifient à ça aussi. Si toi, tu es capable de le faire, les autres, tu sais, de mettre des pistes cyclables, mais de ne pas l'utiliser. Tu sais, on voit souvent, il y a des groupes là, qui font la promotion des transports alternatifs à l'automobile, mais ils ne l'utilisent même pas. L'exemplarité est super importante. Tu sais, on ne peut pas tout le temps être en transport alternatif à l'automobile. Là. On est au Québec, puis l'automobile n'est pas là pour disparaître. Puis c'est pas ça l'objectif. Qu'on l'utilise de façon qu'elle devienne une alternative comme un autre qui est viable. Je trouve que c'est super intéressant. C'est que ça, je trouve que c'est des points qu'on ne voit pas assez souvent. Il y a une autre chose que tu as mentionné, tu sais, parce qu'on parle comment qu'on pourrait financer ça, la transition vers le vélo ou la transition vers le transport actif. Puis en réalité, une des choses qui est toute simple, c'est d'arrêter de tout faire un après l'autre. Tu sais, Pierre, tu le donnais comme exemple, tu sais, on fait une rue, ben, on fait tout de suite les accotements en même temps. Puis, tu sais, c'est pas deux travaux différents. Tu fais un seul chantier, tu fais tout en même temps. C'est que ça passe par la planification avant. Ça parle à se parler. Tu sais, des fois, tu sais, on l'a vu dans certains milieux où ce que la ville ouvre la rue pour faire les égouts, puis l'année d'après, ben, ils refont la rue, puis l'autre année d'après, ben, c'est Hydro-Québec qui repasse. De se parler tous ensemble, puis de faire ça juste une fois. Bien que les économies qu'on fait, on est capable de réinvestir ça dans des services qui ne sont pas existants. Là. Je trouve ça franchement intéressant. C'est que c'est des excellents exemples là, que tu donnes. Oui, Vraiment. merci. Mais c'est ça, au niveau des défis, par exemple, tu sais, au niveau des défis que lorsqu'on veut créer de nouveaux infras, c'est pas évident. Tu sais, comme là, nous, exemple, le chemin principal, Old Chelsea, il y a une section qui est très large, mais après ça, on entre dans le village avec l'église, le cimetière. Donc là, c'est étroit, puis on n'a pas de place pour créer une piste multifonctionnelle. Heureusement, il y a des trottoirs de chaque côté, mais on ne peut pas élargir là, parce que là, c'est le cimetière qui est là, puis après ça, le reste est bâti, certaines maisons ancestrales aussi. Donc, c'est problématique. À d'autres endroits, c'est que l'emprise de nos chemins est bordée à gauche et à droite par le parc de la Gatineau. Donc, là encore, tu sais, c'est nous, avec l'espace que nous avons, ben, c'est de travailler aussi le mieux qu'on peut avec l'espace que nous avons. Parfois, ça peut être des zones humides aussi. Ça peut être aussi un énorme ponceau déjà en place, que là, c'est impossible de commencer à l'élargir sans dépenser 1 million de dollars. Donc, c'est ça. C'est de travailler aussi avec ce que, ce que l'environnement nous donne, comment l'optimiser aussi. Mais des fois, on peut avoir des petits challenges. C'est certain que, puis aussi, petit challenge au niveau social,
lorsqu'on a fait la conversion de la voie verte, corridor ferroviaire, il y a des gens qui avaient peur. Parce que le long d'une voie ferrée, il y a des anciennes maisons, des chalets. Là, les gens avaient peur, tu sais, il y a des gens qui fassent du rodage. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que depuis la conversion, c'est que maintenant, les gens se l'approprient. Les gens marchent avec leurs chiens, font du ski de fond l'hiver parce que nous avons acheté aussi l'équipement pour faire le damage. Donc, l'hiver, on peut faire du vélo d'hiver, on peut faire de la raquette, du ski, de la marche. C'est un sentier multifonctionnel. L'été, bon, c'est le vélo. Ben, comme le petit train du Nord puis tous les autres parcs linéaires, ben, on essaie de garder la vitesse à 20 km/h. Mais c'est ça. Puis au niveau de l'aménagement, ben, c'est que là, on travaille aussi avec les amis de la Voie verte qui ont un numéro aussi là, pour faire des dons. Puis là, en parlant de dons, ben, c'est que bientôt, nous avons un événement aussi avec le cycliste professionnel Michael Woods, qui a une résidence à Chelsea. Donc, il n'habite plus à Ottawa ou à Gatineau. Maintenant, son pied à terre est à Chelsea. Puis, il nous donne généreusement une journée le 9 juin pour faire une levée de fonds. Puis, c'est ça, c'est que nous allons rouler sur la voie verte. Ensuite, dans la Valley Meach, sur le pont couvert qui est l'emblème de Chelsea, pour revenir ensuite. Un beau petit 35 km. Mais d'avoir un cycliste professionnel comme ça qui nous aide, c'est grandement apprécié. En 2019, il avait fait une randonnée populaire aussi comme ça. Donc là, cette année, tu sais, moi, ça faisait 2 ans que j'organisais la randonnée du maire. Donc là, entre le maire et Michael Woods, cette année, on donne tout à Michael Woods. Là, dans le fond, c'est grandement apprécié. Mais, Certainement. ouais. Puis, tu sais, tantôt, on parlait un petit peu des subventions. Donc, nous, pour faire la transition, dans le fond, de notre corridor ferroviaire, mais c'est certain que nous avons eu des subventions pour la décontamination des sols, pour enlever les anciens rails, là, puis les dormants. Nous avons eu aussi le programme Vélos 3 du volet 2 pour, tu sais, à 1,5 million de dollars. Programme aussi de soutien à la mise à niveau, à l'amélioration des sentiers et des sites d'activité de plein air. Ça, c'était 2018-2021. Mais tu sais, encore là, on était capable d'aller chercher tout près de 300 000 dollars. Donc, d'ajouter cela. Le fédéral nous a aussi aidé lorsqu'on a converti là, nous avons élargi les chemins Notch et chemins de la mine pour aller vers la ville de Gatineau. Donc, le fédéral et le provincial étaient aussi partenaires dans ce projet. Mais c'est ça, c'est d'essayer de vérifier aussi les enveloppes qui sont disponibles. C'est certain que tantôt, quand André parlait aussi des plans de déplacement, puis les plans locaux de déplacement. Donc là, présentement, nous avons un processus là, qui est entamé pour relier, dans le fond, sécuritairement une école à partir du centre-village. Puis, on a fait une demande aussi en amont pour la nouvelle école qui s'en vient pour 2026. Donc, ça, nous allons avoir la confirmation, j'imagine, d'ici la période estivale. Mais c'est ça. Au lieu de. Puis j'ai parlé avec l'équipe de direction. Puis, au lieu de nous commencer à tout faire pour le plan local de déplacement, j'ai dit, on a des experts en Outaouais, c'est Mobio. Donc, collaborons avec eux, travaillons avec eux. Puis comme ça, tout le processus de consultation publique que nous avons fait il y a quelques semaines, mais c'est eux qui ont chapeauté ça. Donc, c'est pour une petite municipalité, parce qu'André, d'entrée de jeu, tantôt, mentionnait que les grandes villes ont des départements de la mobilité. Nous, au municipal, nous avons une petite équipe, mais c'est comment essayer d'avoir le plus possible en travaillant avec nos collaborateurs et organismes locaux. Ensuite, quand on parlait aussi là, de la synergie, dans le fond, au niveau de la mobilité, c'est pas juste l'auto, c'est pas juste le vélo. Nous avons aussi Transcolline, qui est une régie de la MARC des collines. Puis, nos autobus, depuis le début, ont des supports à vélo. Donc, on est capable de faire un segment, exemple,
partir du nord de la MRC, accrocher le vélo à l'autobus, arriver à la limite de Gatineau dans le secteur Hall. Ensuite, ben, prendre le vélo et continuer jusqu'au centre-ville d'Ottawa ou de Gatineau. Donc ça, c'est là aussi où on crée vraiment des opportunités pour nos résidents. Puis, nous tentons aussi avec notre CRE local, là, qui est le Credo, de mettre en place aussi un programme de commune auto. Mais en communauté rurale, périurbain, on serait le premier au Québec, là. Donc, avec la municipalité de La Pêche et de Chelsea et le Credo, donc de mettre un programme comme ça. Donc, on vient vraiment voir la mobilité de façon plus large, puis de donner des options à notre population. Vous venez d'entrer dans le vif du sujet de notre présentation, à savoir les sources de financement. Je vais inviter ma gang, Maxime ou Sylvain, là, à mettre un lien là, directement vers Vélo Québec. Là. Il y a beaucoup d'aides financières là, qui sont nommées à ce niveau-là. Puis j'invite aussi les gens hein, qui sont en ligne et qui nous écoutent, là, envoyez-nous vos questions. Il y en a une en particulier qui vous était destinée, M. Guénard, puis André, si tu as d'autres réponses à nous fournir, n'hésite surtout pas. C'est William Guy Tessier qui nous demande, est-ce que vous savez s'il existe des subventions pour les supports à vélo sur les autobus? Peut-être que Transcolline serait plus à même de nous répondre, en fait, à ce niveau-là, là, mais est-ce que vous saviez ou... Ben, écoutez, je suis vice-président de Transcolline, mais Ah! je suis pas, mais j'ai pas la réponse de ça, par exemple. OK. Mais OK. Mais je Parfait. crois que oui. Ça sera ma réponse. Je pense qu'avec le SOFIL, le budget des infrastructures là, pour le transport, je pense que c'est possible d'aller chercher quelque chose, mais il faudrait aller vérifier là, quel pourcentage. Puis... OK. Sinon, ben, assurément que dans les programmes comme Municipalité Amis des aînés, etc., il y aurait probablement des petits montants à aller chercher, parce qu'on pourrait prévoir une partie du projet là, pour équiper les autobus. D'après moi, là, en faisant de la comptabilité créative, d'après moi, c'est facile d'intégrer ça dans un projet. ouais. Puis, Fait c'est ça. Puis, un autre élément aussi, je me souviens qu'au dernier colloque de Vélo-Québec, il y a un expert qui était venu parler de vélo-économie ou vélo-économie, là. Donc, puis, il avait mentionné aussi que convertir un stationnement sur rue, mais un stationnement sur rue pour une auto, ça générait, je pense, 900 $ par jour, mais un stationnement de vélo sur rue générait beaucoup plus. Donc, peut-être comme 1200 ou 1300 $ par case. Donc, là, nous, ben, suivant ça, c'était à l'automne, donc c'était un petit peu trop près pour la saison budgétaire. Elle était déjà entamée, mais l'année dernière, dans notre processus budgétaire, j'ai amené l'élément qui a été accepté par l'ensemble du conseil. Et là, cette année, nous allons faire l'installation au village de Chelsea, devant 2 cafés. Un sur chemin Scott, puis l'autre sur le chemin Old-Chelsea, de cases comme ça, de vélos, mais sur espace de stationnement pour auto. Donc, nous allons condamner 2 espaces de stationnement de voitures au bénéfice des vélos. Donc, c'est des choses aussi pour aider l'installation de... Si je peux me permettre, en fait, en complément à ce que tu dis, Pierre, en fait, ça a été étudié que un automobiliste dépense moins qu'un cycliste dans le commerce de proximité, puis un cycliste dépense moins qu'un piéton. Tu sais, ça a été mesuré, ça, parce qu'en fait, c'est normal, moins que tu avances rapidement, tu passes sur une rue, il y a quelqu'un sur une terrasse qui dit viens-tu prendre une crème glacée, ça se peut que tu t'arrêtes en automobile, tu t'arrêteras pas, mais en vélo, à pied, c'est fort possible que tu arrêtes pour jaser. C'est juste normal à cause de la façon qu'on se déplace. Alors que souvent, les commerçants sont contre le fait de perdre un espace de stationnement automobile parce qu'ils pensent que c'est eux autres la clientèle principale, mais l'automobiliste n'ira pas se stationner là, sauf si c'est vraiment la destination, tandis que le cycliste, ben, le marcheur va faire comment je dirais ça, du commerce d'opportunisme. C'est de la spontanéité, en fait, c'est des achats Tout à plus fait, spontanés.
Tout à fait. chez les cyclistes et les marcheurs. Ouais, effectivement, clairement que M. Guénard l'a bien saisi. Est-ce que, excusez-moi, là, je vais faire un aparté avant de revenir sur les sources de financement parce que vous avez parlé de vélo-économie, parce qu'effectivement, il y a tous les sous qu'on doit amener finalement pour mettre en place ces infrastructures-là, mais après qu'on ait mis en place ces infras-là, il peut y avoir des retombées économiques positives, en fait. Est-ce que vous avez l'idée un peu des retombées économiques pour le tourisme ou pour le déplacement utilitaire dans votre collectivité ou dans votre région depuis que ça a été mis en place, en fait, là, ces conversions-là et ces sentiers-là? Non, non, j'ai pas on Pas n'a pas grave. fait d'études. Puis nous, dans le fond, à Chelsea, c'est que avec la MRC, l'aspect tu sais, tourisme, l'aspect économique, c'est plus dans les cartons là, de la MRC que de la municipalité. Mais je pourrais demander, par exemple. Mais c'est certain qu'on travaille avec Tourisme Outaouais pour créer aussi des véloroutes pour faciliter aussi là, le passage à travers les municipalités, puis les points d'intérêt. Donc, il n'y a pas uniquement les traditionnels fonds qu'on retrouve au ministère des Transports et de la Mobilité durable, comme par exemple le TAPU, le VELOS, etc. Il y a d'autres sources, comme par exemple, là, tantôt, tu nommais MADA, je pense, André, Municipalité Amie des aînés. Donc, ça, c'est une source de financement potentiel. Il y a aussi la vision touristique, un peu plus des déplacements. Autrement, est-ce que vous en avez d'autres sources de financement ou d'autres leviers financiers, en fait, là, que vous connaissez qui pourraient être à la disposition des municipalités? La FCM aussi, là, Fédération canadienne des municipalités, Fédération canadienne des avec le municipalités. fonds OK. vert. OK. OK, Mais, donc il y a la en fait, Fédération canadienne, oui. dans le chat, en fait, il y avait un lien qui est sur le site de Vélo Québec là, qui donne quand même beaucoup de programmes qui sont là. La plupart sont encore actifs. Là, rien que faire l'énumération, ça serait très long, mais il y a quand même aussi, comme je disais d'entrée de jeu, il y a les entreprises aussi, des fois, les groupes commerciaux qui sont prêts à investir aussi, à mettre des racks à vélo, etc. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait, ouais, pour aller travailler dans le chat encore, ça prend des douches, ça prend aussi des infrastructures. De plus en plus, il y a le vélo électrique aussi qui fait son apparition. Moi, je suis à Trois-Rivières, puis ici, on voit quasiment plus de vélos électriques que de vélos mécaniques. Là, c'est que faut avoir ça en tête. Mais il y a des villes où il y a des programmes, des fois aussi, qui sont faits, qui sont municipaux, qui permettent aux entreprises de pouvoir mettre des infrastructures cyclables. Parce que, comme je disais, faut quand même que la personne qui se déplace soit capable de laisser son vélo quelque part. Puis des fois, quand tu as un vélo qui peut valoir assez cher, tu veux que ce soit un endroit qui est sécurisé, ça que ça coûte un peu plus cher les racks à vélo sécurisés. Il y a des fondations aussi qui peuvent aider des fois. Il y a des fondations comme Chagnon, entre autres, qui beaucoup axées sur la santé, qui pourrait être peut-être un lien intéressant à regarder. Il y a le Fonds du Grand Mouvement des Jardins aussi, qui est partout au Québec, qui sont des choses qui sont, effectivement, on est habitué de se retourner vers le ministère des Transports. Il y a quand même des subventions assez généreuses, là, ceci dit, mais il y en a plein d'autres, là. Action Climat, tu sais, si on regarde avec le ministère de l'Environnement, les FRR, ben là, ça dépend, les fonds de rayonnement régionaux, en fait, ça dépend, euh, c'est quoi les priorités régionales de la marche selon les régions administratives. C'est que je ne pourrais pas parler à la grandeur du Québec, mais il y en a plusieurs parce que c'est l'occupation dynamique du territoire. Et là, le vélo a toute sa place là-dedans. Ça, c'est que des fois, la complexité, c'est pas tant trouver l'argent que des fois de monter la demande et d'avoir les ressources pour même aller chercher les demandes. Je connais quelqu'un qui, justement, gère une régie cette personne-là a dû engager du monde pour remplir des demandes de financement tellement que c'était exigeant. C'est que tu fais, quand tu es, rendu à embaucher et à sous-contracter pour faire des demandes de financement, je trouve qu'il y a peut-être un travail à faire de simplification des demandes, mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Un des fonds qui est peu utilisé aussi, qui peut intéresser les villes, c'est le programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière. En fait, ce programme-là, tu peux quand même aller chercher un 350 000 par projet.
il est peu utilisé présentement. Il y a des programmes qui sont surutilisés, comme si on voulait faire la promotion du vélo, on pourrait aller chez Mobilisation avec le ministère des Transports, ce qu'on peut aller chercher, je pense que c'était 75 000 au niveau régional, mais au-delà de ça, c'est 70 000 au niveau local. Mais c'est un programme qui est surutilisé. C'est que les chances de Ouais. réussir pour une localité est faible par rapport aux grandes campagnes nationales. C'est que d'aller chercher des fonds qui sont moins sollicités, c'est toujours. Stratégiquement, c'est de mettre les énergies à bonne place aussi. Vraiment, vraiment. Je veux juste lire deux commentaires super pertinents, en fait, sur le chat, dont un que c'est le directeur de Mobio qui a travaillé avec Chelsea. Donc, c'est assez drôle. Patrick Robert, allô Patrick. Patrick nous dropait un lien là, vers le Fonds municipal vert. Il y avait des outils là, sur les demandes de financement. Et Pascal Bellemare aussi, là, qui notait il y avait le Fonds Prima pour les municipalités qui sont municipalités amies des aînés, MADA, qui peuvent financer du mobilier urbain, effectivement, comme des bancs pour favoriser la mobilité des personnes aînées. C'est très intéressant. Merci beaucoup à vous deux là, de Mm. partager ces deux sources-là. J'aimerais quand même revenir sur quelque chose que M. Guénard a nommé tantôt, puis que je trouvais aussi que c'était une condition de succès, en fait, pour justement mener vers de la recherche de financement. En fait, deux conditions, excusez-moi. La première chose, c'est vraiment de se doter des bons outils de gouvernance en fait, en matière urbanistique pour vraiment bien identifier c'est quoi les besoins de la communauté, mais aussi pour régir en fait un peu. Je pense qu'on est tous, en fait, les municipalités sont confrontées à de plus en plus de promoteurs immobiliers qui veulent développer, qui veulent densifier, qui veulent potentiellement même créer de l'étalement urbain. Et donc, d'avoir des outils urbanistiques, en fait, pour s'assurer justement que nos normes sont respectées. Je pense que ça, c'est quand même un levier qui est quand même assez intéressant. Puis vous l'aviez nommé aussi tout à l'heure, Monsieur Guénard, le fait de bien s'entourer, de bien collaborer. Donc, la collaboration avec le MTMD, avec le ministère des Transports, avec la direction régionale du ministère des Transports, même chose de se faire accompagner par une CGD, d'aller chercher finalement l'expertise où elle se trouve finalement, puis de ramener ça sur le terrain. On sent que ça serait vraiment deux conditions de succès en plus d'aller chercher les citoyens et les citoyennes. Admettons qu'on est une municipalité puis qu'on a l'intention de passer à l'action, d'aller faire une demande de financement. Si on se dote un peu de ces trois éléments-là, à savoir d'avoir des citoyens derrière nous, d'avoir des bons outils de gouvernance, mais aussi d'être bien accompagné par la direction régionale du ministère, par des centres de gestion du déplacement, par des experts finalement en Mm. urbanisme. Là, on sentirait que les conditions seraient pas mal rassemblées pour nous amener vers un dépôt de demande de financement qui pourrait être potentiellement accepté, puis là, on pourrait passer à la prochaine étape. C'est ça que je comprends. Là, j'essaie de résumer un petit peu, là. Oui, ben, tout à fait. Puis, ça a déjà été mentionné aussi là, lors de certaines demandes de projets, de subventions, comme quoi, ben, nous, étant donné que nous avions déjà nos plans qui étaient déjà préétablis, ben, c'est du concret. Donc, ça s'insère dans notre plan d'action et non pas juste un projet comme ça tu sais, qui est monté sur le coin de la table. Là, non, c'est ça. Oui, C'est de bien se doter, puis de se donner aussi une direction d'avancer. tout à fait. Puis lorsqu'on interpelle, exemple, les ministres, parce que là, nous, avec la nouvelle école qui longe une artère provinciale, donc j'ai interpellé le ministre de l'Outaouais en disant, ben là, vous devez faire quelque chose parce que la zone scolaire de 1,5 km, ben, nous avons des élèves qui vont marcher presque 1 kilomètre sur la route provinciale. Donc, vous devez maintenant euh, mettre des choses en place pour la sécurité du corridor scolaire. Donc, puis là, ben, c'est là que les élus au palier supérieur, provincial, font comme, oh, ouais, OK. Mais, Si je peux me permettre, tu sais, l'idée d'avoir des plans intégrés, justement, ça te permet de réagir rapidement en cas d'ouverture de projet, tu sais, d'appel à projet. Puis, on va se le dire, des fois, les appels à projet arrivent avec des délais assez serrés. C'est justement d'avoir déjà où ce que tu as des, sans dire
un pool de projets, là, mais que tu as déjà des idées de ce que tu veux faire avec des estimés des coûts, ces choses-là, ben, ça te permet de te revirer de bord plus rapidement et ça appuie beaucoup que tu ne fais pas ça justement, comme disait Pierre, sur le Mhm. coin de la table. Ça a été réfléchi, ça serait prioritaire. Des fois, les opportunités peuvent pointer des choses qui ne sont pas dans la même ordre qu'on l'avait vu, mais ça permet vraiment de saisir des opportunités qui sont importantes. C'est que je pense Mhm. que c'est plus que nécessaire d'avoir ça. C'est un outil pour aller chercher ben, un, améliorer la qualité du réseau, puis deux, d'aller chercher du financement pour faire ça revirer plus rapidement. Puis aussi au niveau du financement, tu sais, comme là ce matin, on avait une petite rencontre là, pour l'affichage le long de notre corridor, euh, la voie verte. Puis, dans le fond, c'est nous, au niveau de l'affichage, là, c'est les levées de fonds qu'il y a eu avec les amis de la voie verte qui va payer pour les panneaux d'affichage. Donc, les panneaux au niveau du code, le code d'utilisation, le nom des rues et aussi les kilomètres. Donc, 42 panneaux, dans le fond, différents qui vont être installés d'une journée à l'autre et qui ont été, dans le fond, payés, non pas à même les fonds publics, mais avec des levées de fonds. C'est des partenaires aussi qui peuvent s'insérer comme ça et venir collaborer avec nous. Vraiment, vraiment. Puis ça me fait réfléchir aussi, il y a toute la notion en fait de santé publique aussi. On fait de plus en plus le lien entre la santé, entre la mobilité durable. On sait aussi que les transports actifs peuvent être comment dire, une source d'activité physique, là, surtout Mhm. avec notre mode de vie actuel où tout va vite, là, donc de se rendre au boulot de manière active peut être aussi une source de saines habitudes de vie. Puis, dans Capital National, Chaudière-Appalaches, de notre côté, il y a les tables intersectorielles sur les saines habitudes de vie qui se saisissent de plus en plus aussi des sujets relatifs à la mobilité durable. Je ne sais pas si de votre côté, dans les Outaouais, il y a la santé publique, en fait, qui a identifié la mobilité ou l'aménagement comme étant une priorité d'action. Mais à notre sens, de notre côté, en fait, dans nos deux régions administratives, ce sont vraiment des leviers, en fait, des tremplins qui nous permettent justement de se concerter tout le milieu ensemble et pas que le milieu communautaire, mais vraiment aussi avec les municipalités. Puis je pense que vous en avez bien fait la démonstration tout à l'heure. C'est en créant du lien, puis en se réseautant, puis en se concertant, justement, l'union fait la force, puis ensemble, on va plus loin. Mais aussi la santé publique, on s'entend qu'elle peut jouer un rôle, en fait, aussi en ce qui concerne le financement de la mobilité active chez nos municipalités. En fait, les orientations sont régionales, un peu comme la FRR par rapport à ça. C'est difficile de se prononcer à l'échelle du Québec parce qu'il y a T'as certaines raison. régions où l'argent est mis principalement sur de la promotion. Il y a d'autres places que c'est des professionnels qui sont payés pour accompagner. C'est très, 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 très différent. Mais effectivement, je pense que la santé publique, ben, en fait, tout le côté santé et transport actif, c'est indissociable. Et je pense que c'est sous-utilisé même dans le développement. C'est certain que ça résonne bien dans l'oreille de la population lorsqu'on dit que on veut améliorer la santé globale des gens, qu'on veut améliorer la qualité de vie parce que le vélo ou le transport actif en général, ça permet d'améliorer la qualité de vie. Mais au-delà de ça, d'aller chercher un discours aussi de la santé publique là-dessus, d'aller chercher euh, des arguments de leur côté, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi aller, il y a de quoi peut-être de sous-utiliser de ce côté-là. Mhm. Absolument. Notre webinaire tire à sa fin, malheureusement. Je pense que on a fait quand même le tour des leviers, des freins, mais aussi surtout des sources de financement. Je donnerais peut-être un petit mot de la fin, messieurs, pour terminer. Si vous voulez nous partager quelque chose, je commencerai peut-être avec vous, Monsieur Guénard. Parfait, merci. Donc, c'est certain que pour les petites municipalités, municipalités locales, rurales, périurbaines, n'ayant pas les budgets des grandes villes, c'est important de quand même faire des petits gestes, faire des petites actions
parce qu'au cumulatif de plusieurs petites actions, ben, on en fait une grande. Donc, de ne pas se décourager, puis de quand même y aller de façon progressive. Puis l'année dernière, j'ai eu le privilège de parler avec Catherine Morancy, l'experte, Oui. notre experte nationale, là, et même plus. Donc, puis elle me disait, elle dit, ben, tu sais, c'est de mettre en place des projets pilotes. Au lieu de commencer à construire ton infrastructure, allez-y avec du lignage, du marquage, des bollards, des aménagements temporaires, vérifier, valider. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, parfait, c'est concluant. Donc là, maintenant, on fait l'aménagement qui va être permanent. Mais de ne pas se décourager et y aller comme ça avec une vision, essayer des choses, puis au moins ça nous donne la capacité de se réguler, puis de modifier un peu. Mais ultimement, c'est la sécurité qu'on veut mettre en place là, aux abords de nos infrastructures. Donc, moi, c'est ça ma conclusion, dans le fond, pour, pour aller avec le thème là, du rural et périurbain. Donc, y aller petite étape à la fois, essayer des choses au lieu de penser juste aux gros projets. Euh, parce qu'avec des budgets de 5 millions, 10 millions, 20 millions, euh, on n'arrive même pas à l'achever du budget de Montréal là, en mobilité. Non, c'est ça. C'est ça. Mais vous avez vraiment raison. Je pense que penser en mode transitoire, d'essayer des choses, de se donner aussi l'opportunité de peut-être faire des erreurs, puis de s'adapter en fonction de ça, puis d'être encore une fois à l'écoute des citoyens, des citoyennes. Je pense effectivement c'est une bonne pratique. Merci beaucoup, Monsieur Guénard. Franchement, je pense que vous en avez inspiré plus d'un et plus d'une. Puis, fort probablement qu'on va peut-être faire la promotion là, de votre événement là, du 9 juin. Pour vous encourager, en fait, là, dans ce changement de paradigme que vous portez clairement dans votre municipalité, même dans votre région. Donc, félicitations, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Euh, André, à toi l'honneur du mot de la fin pour toi. Ben, en fait, il y a plein de belles choses qui se sont dites aujourd'hui. Je pense que c'est le fun d'entendre des bonnes nouvelles en mobilité, pas de temps en temps. Ça sera mon éditorial. Mais ceci dit, je pense que une des choses qu'il faut prendre le temps de faire, c'est de bien se planifier. Ça va ouvrir les opportunités, ça va ouvrir les yeux. Ça va permettre de voir aussi qu'est-ce que ça coûte parce que Pierre a raison. Développer une piste cyclable, c'est pas juste 5 000 de kilomètre. Hein, on parle de 100 000 à 300 000 de kilomètre facile. C'est des montants qui sont importants. C'est de faire un bon diagnostic. Tu sais, je travaille des fois avec des petites municipalités qui sont même pas capables de me dire où il y a des trottoirs ou non dans la ville, tu sais, sur les plans. Il y a moyen de faire un bon diagnostic, de voir qu'est-ce qui est existant, de regarder avec la population aussi où est-ce que les gens passent en vélo, puis où est-ce qu'ils passent à pied, ou qui n'ont pas nécessairement le droit. On appelle ça les sentiers de désir, en fait. C'est des gains qui sont faciles à aller chercher parce que la population, ça ne change même pas leur habitude. Ça formalise quelque chose qui est informel. Donc, un bon diagnostic, une bonne planification, puis après ça, c'est de trouver les bons programmes pour pouvoir avancer dans tout ça. Je pense que le plus important, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir fait une planification complète pour passer à l'action. Des fois, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire, mais d'avoir une bonne planification, ça permet de saisir plus d'opportunités. C'est que je pense qu'il faut le voir comme ça. Les CGD sont là pour vous aider là, si vous en avez besoin. Certainement. Merci beaucoup, André, pour ton expertise. Puis on le rappelle, en fait, là, des centres de gestion des déplacements, il y en a partout au Québec. On en a un dans la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, qui s'appelle Mobilité, le centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain. Je pense aussi qu'ils sont aussi dans toute l'est du Québec, là, donc tout ce qui est Gaspésie, de la Madeleine. C'est des gens dans notre webinaire virtuel de ces lieux-là. N'hésitez pas à leur faire signe. Merci beaucoup, André. Ben, merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci aussi aux participants et aux participantes d'avoir été présentes. Merci pour toutes vos questions. Il y a même une Pascal Bellemare qui dit qu'il faut plus de municipalités de Chelsea au Québec. Puis franchement, je pense que je suis très d'accord. J'aimerais remercier les
les groupes qui nous permettent de financer finalement le mois du vélo, puisque nous aussi, nous ressentons beaucoup d'empathie envers les municipalités parce que dans le milieu communautaire, nous sommes confrontés à cette même recherche de financement. Donc, j'aimerais remercier le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et aussi la table intersectorielle sur les saines habitudes de vie de la capitale nationale. J'aimerais rappeler aussi les prochains événements du mois du vélo de notre côté. Donc, jeudi soir prochain, ce jeudi, nous donnons une conférence en partenariat avec la Ville de Québec au Centre culture et environnement Frédéric Bach. Donc, c'est vraiment la traditionnelle conférence de la Ville de Québec qui nous présente ses futurs projets en matière de mobilité active dans la Ville de Québec. Samedi, le 18, devant l'école de la Grande Hermine à Limoilou. Nous avons Limoilou en petit trou, donc c'est notre fabuleuse balade avec les enfants. Ensuite, on a le ciné-débat Les roues de l'avenir, mardi le 21 mai. C'est encore une fois au Centre Frédéric Bach, mais au rez-de-chaussée chez Premier Acte. Et nous avons aussi une tournée cyclo-féministe, une course de sorcières, comme nous appelons. Et c'est des sorcières, autant les hommes et les femmes. Tout le monde peut être accepté en tant que sorcière, soit dit en passant. Et ça, c'est jeudi le 23 mai pour la pleine lune au Parc Victoria. Donc, je vous invite à aller visiter le site du moisduvélo.com pour plus de détails. Puis pour terminer, ben, j'aimerais remercier mon équipe sans qui toutes ces belles activités ne seraient pas possibles. Donc, Sylvain, Colline, Maxime, Samuel, Marie-Gabrielle, Karine, etc. Vous êtes des êtres humains extraordinaires et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous autres. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bon mois du vélo. Ça va bien rouler. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Merci.